Au moment où le téléphone a sonné, j'avais la main posée sur le cercueil de mon petit-fils, essayant d'empêcher mon corps de s'effondrer. Toute l'église était silencieuse, comme si même les murs avaient cessé de respirer. J'ai répondu sans force, sans voix, juste parce que la sonnerie semblait couper l'air et que personne n'osait bouger. Et quand la voix est venue de l'autre bout du fil, j'ai senti mes jambes flancher. Ce bruit, cette personne, cette vérité. C'était comme si quelqu'un m'avait arraché le sol sous le pied. Je devais m'accrocher au siège pour ne pas tomber. La personne ne prononça que mon nom, Madame Aïcha, avec une étrange hésitation, comme si elle portait un poids qu'il ne savait pas comment garder dans sa poitrine. J'ai répondu à voix basse, car mon cœur était déjà sur les nerfs. Et puis j'ai entendu ce qu'aucun être humain ne devrait entendre face à son propre chagrin. Je suis désolée. Mais que disent-ils à propos de la mort de votre petit-fils? Ce n'est pas vrai. Mon corps s'est figé. J'ai regardé autour de l'église, les visages trempés de larmes, la famille rassemblée, les amis de Philippe, mon petit-fils de 22 ans. Ma fille Mariama serrait Sandrine dans ses bras, la femme qui parlait le plus fort de la douleur de tous. Ils pleurèrent ensemble, presque comme un spectacle. Et à ce moment-là, quand la personne a continué, quelqu'un à l'intérieur sait ce qui s'est vraiment passé. J'ai senti quelque chose s'éclipser en moi. Je n'ai pas raccroché. Je ne pouvais pas. Mon souffle était court, et l'église, si bondée, semblait trop petite pour contenir le mensonge caché à l'intérieur. J'ai entendu un sanglot à l'autre bout du fil, comme si cette voix portait des mois de culpabilité. Et puis, avant même que la personne ne révèle ce qu'elle voulait dire, j'ai su que les funérailles allaient basculer. Mais pour comprendre la force de ce moment, il faut savoir qui je suis. Je m'appelle Aïcha Diabaté, j'ai 68 ans, et ma vie a toujours été soutenue par deux piliers, ma famille et la vérité. Je suis venue en France depuis la Côte d'Ivoire très jeune. J'ai travaillé comme femme de ménage, cuisinière, aidante, tout en même temps, pour élever ma fille et m'assurer que mon petit-fils ait un avenir que je ne pourrais jamais avoir. Philippe était ma joie silencieuse, mon rayon de lumière, le garçon qui disait toujours « Mamie, je t'offrirai une maison au bord de la mer ». Il a étudié l'ingénierie, travaillé le week-end, et même s'il était fatigué, il est passé à la maison pour voir si j'avais mangé. C'était son âme. Alors quand ils ont dit qu'il avait juste glissé la nuit où il est mort, quelque chose en moi n'y croyait pas. Mais j'étais tellement dévastée, si fragile, que j'ai accepté ce que toute la famille répétait. Surtout Sandrine, sa belle-mère, qui pleurait plus que quiconque, mais détournait toujours le regard quand quelqu'un demandait des détails sur la dernière nuit. J'ai essayé d'ignorer les signes, la façon dont elle parlait par-dessus Mariama, la rapidité avec laquelle il organisait tout, la façon théâtrale avec laquelle il m'a prise dans ses bras, l'insistance à éviter les questions. Mais lors de cet appel, tout s'est brisé. J'ai entendu un tremblement dans la voix de l'appelant. « Il a demandé de l'aide, madame. Ce n'était pas un hasard. Il a appelé quelqu'un quelques minutes avant de mourir. Et cette personne est là, à ses funérailles. » Mon sang s'est glacé. Mon cœur sembla s'arrêter. L'église devint floue, comme si j'étais entrée dans un autre monde. Et puis vint la phrase qui changea tout. « J'ai des preuves montrant qui était avec lui. Des preuves cachées. » J'ai regardé de nouveau Sandrine. Elle avait la main sur sa poitrine, comme si elle avait une douleur profonde, mais ses yeux étaient trop secs pour une femme qui prétendait avoir aimé le garçon. Et quand nos regards se sont croisés, quelque chose en moi a dit « Elle sait ». Mais je n'ai pas pu réagir. Pas là, pas avec le corps de mon petit-fils devant moi. Je l'ai remercié pour l'appel avec un fil vocal. Tout mon corps tremblait, mais mon esprit commença à s'éclaircir comme une lame tranchante. La personne à l'autre bout chuchota « Pardonnez-moi de raconter ainsi, mais je l'ai caché par peur. Aujourd'hui, en voyant ton chagrin, je n'en peux plus. » Et il raccrocha. Je suis restée immobile, le téléphone toujours en main. Mariama est venue me voir, inquiète, demandant qui avait appelé, mais je n'ai pas pu répondre. Ma gorge se serra. Mon monde entier a commencé à se réorganiser, comme une puzzle qui révèle enfin toute l'image. C'est alors que j'ai remarqué un détail que je n'avais jamais remarqué. Sandrine ne m'a pas regardé. Elle a regardé mon téléphone, comme s'il savait exactement qui venait d'appeler. C'était le premier snap, la première fissure dans son masque. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne dans cette église ne l'oublierait jamais.
Personne dans cette église n'oublierait jamais ce qui s'est passé ensuite, car c'était comme si une ombre avait traversé toute la salle quand j'ai levé les yeux et croisé à nouveau le regard de Sandrine. Il n'y avait pas de vraie tristesse en eux. Il y avait du calcul. Il y avait de la peur. Une peur si rapide et si bien dissimulée que n'importe qui d'autre l'aurait ignorée. Mais une grand-mère en deuil voit des choses que personne d'autre ne voit. Et à ce moment-là, c'était comme si mon cœur disait « Voilà la première réponse ». Mariama a pris ma main, essayant de m'ancrer, sans réaliser qu'en moi, quelque chose bougeait comme un tremblement de terre. Elle a redemandé qui avait appelé, et j'ai juste dit que ce n'était pas important à ce moment-là. J'avais besoin de silence, d'air, j'avais besoin d'une seconde pour organiser les fragments que cette voix au téléphone avait projetés en moi. Mais chaque fois que j'essayais de respirer, le souvenir des mots revenait. La personne qui était avec lui est là, à ses funérailles. La messe continua. Mais mon monde avait déjà complètement changé. Le prêtre parlait de lumière, de repos, d'espoir. Mais je ne pouvais penser qu'aux dernières sœurs de la vie de mon petit-fils. Aurait-il eu peur? Aurait-il demandé de l'aide? Aurait-il compris que quelqu'un qui prétendait l'aimer était en fait celui qui l'avait mis en danger? Tout en moi tourbillonnait et j'avais désespérément besoin de comprendre ce qui s'était vraiment passé. C'était comme si un rideau avait été arraché et que ce qui se trouvait derrière était trop effrayant à regarder, mais trop tard pour ne pas le voir. À la fin de la cérémonie, des gens ont commencé à toucher mon épaule, à dire des mots qui semblaient vides. « Vas-y, Aïcha, Dieu sait tout. Il est dans un meilleur endroit. » Mais rien ne me réconfortait. Pas quand je savais que la vérité était à l'intérieur, respirant le même air que moi. C'est alors que j'ai remarqué le deuxième signe. Alors que tout le monde s'approchait pour dire au revoir, Sandrine ne s'approcha pas. Au contraire, recula-t-elle. Elle se cachait derrière d'autres personnes, comme si elle voulait disparaître. Je l'ai vue baisser la tête, tripoter son téléphone avec des mains tremblantes et s'éloigner d'un pas du cercueil. Ce n'était pas de la douleur. C'était une fuite. À ce moment-là, quelque chose s'est allumé en moi. Pas une rage aveugle, mais une lucidité froide, aiguë, presque chirurgicale. Je connaissais cette femme. J'avais enduré cela pendant des années. La femme de mon gendre, toujours trop souriante, toujours vouloir paraître plus qu'elle ne l'était. Mais là, il a été complètement démonté. Et de plus, je regardais, plus il devenait clair que le téléphone qui sonnait ne changeait pas seulement mon monde. Il changeait aussi le sien. Parce qu'elle savait exactement ce que signifiait cet appel. En quittant l'église, le vent froid a frappé mon visage, et c'était comme si mon corps pouvait enfin bouger. Mais avant que je puisse faire 2 pas, j'ai entendu quelqu'un courir après moi. C'était Nadège, l'amie d'enfance de Philippe, l'une des rares personnes en qui j'avais confiance dans cet environnement plein de chuchotements et de demi-vérités. Elle s'en est approchée avec de vraies larmes, pas celles qui coulent trop vite. Elle m'a serré fort dans ses bras, comme si elle comprenait une douleur inexplicable. « Aïcha, je peux te parler ?» dit-elle, presque sans voix. J'acquiesçai, car il y avait quelque chose dans son expression qui n'était pas ordinaire. C'était comme si elle avait trop d'informations stockées dans sa poitrine. Nous sommes sortis, près des vieux arbres qui entourèrent l'église. Nadège prit une profonde inspiration, comme si elle allait commettre une trahison. Puis il a révélé la phrase qui a ouvert une autre fissure dans mon âme. Philippe a eu peur des semaines avant de mourir. Il m'a dit que quelqu'un dans la famille le mettait sous pression, et que si quelque chose arrivait, ce n'était pas un accident. Mon cœur battait la chamade si fort que je pouvais l'entendre. Je me suis appuyée sur le tronc d'un des arbres pour ne pas tomber. Nadège continua, regardant derrière lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Il m'a dit qu'il savait quelque chose d'important, quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. C'était comme si chaque partie de ma vie se réarrangeait, morceau par morceau, révélant une image que je n'avais jamais voulu voir. Mon petit-fils, effrayé, mon petit-fils, menacé, mon petit-fils, garder un secret. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des pas approcher, rapides, nerveux. Et puis, comme si l'univers avait décidé de confirmer mes pires sentiments, Sandrine est apparue. Sa respiration était rapide, son maquillage flou, ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le sac si fort qu'il semblait qu'il allait se déchirer. Elle s'approcha et dit, la voix brisée, « Aïcha, tu dois venir avec moi, maintenant. » Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas répondu. Son regard échappa au mien, sautant entre Nadège, la rue et le sol.
C'était le comportement typique de quelqu'un qui sait que la vérité a été découverte ou est sur le point d'être révélée. Nadège, avec un courage inattendu, s'avança et demanda « Pourquoi ?» Sandrine ne répondit pas immédiatement. Elle avala sa salive, passa la main dans ses cheveux et marmonna quelque chose qui me donna la chair de poule. « Parce que quelqu'un t'a appelé, n'est-ce pas ?» À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Le vent s'arrêta. Le bruit des voitures était lointain. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Non pas de colère, mais de certitude. Elle savait. Et quand leurs regards ont finalement croisé les miens, j'ai compris la terreur totale qui se reflétait en eux. Mais ce qu'elle a dit ensuite, cela a tout changé à nouveau. Et ce qui s'est passé dans l'après-midi de ce même jour, devant chez moi, a fait sortir toute la rue pour voir. Ce qui s'est passé dans l'après-midi de ce même jour, devant chez moi, a fait sortir toute la rue pour voir. J'essayais encore de comprendre ce que Sandrine voulait dire par ce regard désespéré quand elle insista, d'une voix tremblante, « Aïcha, s'il vous plaît, il faut qu'on parle maintenant. » Il y avait quelque chose d'urgent chez elle, mais aussi quelque chose de lâche, comme si l'urgence était plus de la protéger que d'aider mon petit-fils. Nadège se tenait à mes côtés, ferme comme une ombre protectrice, et se l'héritait Sandrine d'une manière qu'elle ne pouvait cacher. Je ne voulais pas monter dans sa voiture. Il ne lui faisait pas confiance. Pas à ce moment-là. Alors j'ai dit que je ne parlerais que dans un endroit ouvert, proche des gens, où personne ne pourrait essayer de me manipuler ou de me faire taire. Elle prit une profonde inspiration, presque soulagée, et hocha la tête. Mais ses yeux fuyaient sans cesse les miens. Il y avait de la culpabilité là-dedans. Une culpabilité nouvelle, une culpabilité qui n'avait pas encore trouvé d'excuse pour se cacher. Nous avons continué, et elle a murmuré à Nadège que la conversation était privée. Nadège sourit avec ironie et répondit « Privé, c'est ce que tu voulais être ce soir-là, n'est-ce pas ?» Sandrine s'arrêta de marcher. Son visage perdit sa couleur. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Et à ce moment-là, j'ai compris que Nadège en savait plus qu'il ne disait. Peut-être avait-elle peur, peut-être attendait-il le bon moment, mais j'ai vu dans ses yeux une vérité silencieuse, prête à exploser. Quand nous sommes arrivés devant chez moi, plusieurs personnes étaient encore dans la rue, commentant les funérailles. Il y avait des voisins, des connaissances, des gens qui avaient grandi avec Philippe. Dès qu'ils nous ont vus, le buzz s'est estompé, comme si tout le monde sentait que quelque chose de plus grand allait arriver. J'ai gravi la première marche de ma porte et me suis tournée vers Sandrine. Elle n'avait nulle part où se cacher. « Parle », dis-je. Elle passa la main sur son visage, nerveusement. Puis il prononça la phrase qui fit trembler mon âme. « Je n'ai pas tué ton petit-fils, mais je sais qui était avec lui quand tout cela est arrivé. » Un lourd silence s'est abattu sur nous. Nadège m'a serré la main. J'ai senti tout mon corps se raidir. Toute la rue semblait retenir son souffle. Sandrine continua, la voix rauque. Il n'était pas seul cette nuit-là. Il est parti de chez lui après s'être disputé avec quelqu'un. J'ai essayé de l'arrêter, mais il était déjà très nerveux. Avec qui s'est-il disputé ? Demandai-je, chaque mot sortant comme une lame. Elle hésita. Et quand il répondit enfin, sa voix n'était qu'un fil avec son père. Mon cœur a failli s'arrêter. Le père de Philippe. L'homme qui ne s'est pas présenté aux funérailles. L'homme qui a toujours mis sa propre réputation avant la famille. L'homme qui, ce matin-là, ne m'a envoyé qu'un court message. La force, en ce moment. Sandrine a remarqué le choc sur mon visage et a essayé de se justifier. Ils se sont battus. Il a dit à Philippe qu'il allait couper l'argent du collège. Qu'il devait s'en sortir. Qu'il était une déception. Elle avala sa salive. Quand Philippe est sorti de la maison, il a dit qu'il allait tout raconter. Qu'il avait la preuve de quelque chose que son père avait fait au travail. Qu'il ne serait plus complice. Mon estomac s'est noué. Mon petit-fils, menaçant de révéler quelque chose. Mon gendre, impliqué dans des choses sales, ce combat, c'était quelque chose dont personne n'avait parlé. C'était la première pièce concrète du puzzle. Tout le quartier commença à se rapprocher. Non pas à cause des commérages, mais parce qu'il y avait une énergie lourde, quelque chose qui traversait l'air. Je sentais des regards sur nous. Des yeux qui attendaient une vérité étouffée depuis des mois. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Sandrine baissa la tête. Parce que moi aussi, j'ai peur de lui. C'était comme un coup dans la poitrine. Je me suis accrochée à la porte pour ne pas tomber. Mon petit-fils, mort. Mon gendre, loin de tout. Ma fille, complètement trompée.
Et la seule personne qui aurait pu tout éviter était restée silencieuse. Mais en moi, une question brûlait. Si Philippe était parti après la bagarre, comment est-il mort quelques minutes plus tard? Qui était avec lui? Qui était la personne à l'appel? Qu'a exactement découvert mon petit-fils? Sandrine ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'elle ne puisse le faire, quelque chose se produisit qui fit presque bondir mon cœur hors de ma poitrine. Une voiture noire a tourné au coin à grande vitesse et s'est arrêtée devant ma maison. Le bruit fit reculer tout le monde. La porte s'ouvrit brusquement. Et qui en est sorti? Était le père de Philippe, mon gendre Laurent. Il était pâle, en sueur, avec l'air de quelqu'un qui aurait couru pour essayer d'arrêter quelque chose. Et quand il a vu Sandrine à côté de moi, il a vu Nadège, il a vu la foule. Son expression changea. C'était comme voir un homme réaliser que ses mensonges étaient enfin entourés. Il s'est approché de moi, rapidement, essayant de garder sa posture. « Aïcha, on peut parler seul ?»« Non, répondis-je. Juste ici. » Il avala sa salive. Ses yeux parcoururent la rue, essayant de comprendre ce qui avait déjà fuité. Puis, il regarda Sandrine avec une haine si évidente que même les voisins reculèrent. « Tu me l'as dit ?» répliqua-t-il sèchement. Tout le corps de Sandrine trembla. Et c'est à ce moment-là, en voyant sa peur et son désespoir, je l'ai compris. Le secret était trop grand pour être caché. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que Laurent a avoué ensuite. La vérité sortit de sa bouche comme du poison. Et quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti mes jambes fléchir pour la deuxième fois de la journée. La vérité sortit de sa bouche comme du poison. Et quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti mes jambes fléchir pour la deuxième fois de la journée. Laurent passa la main sur son visage, nerveusement, comme s'il essayait d'extraire sa propre culpabilité de sa peau. Il regarda autour de lui, réalisa qu'il n'avait plus aucun contrôle sur quoi que ce soit, puis murmura, sa voix trop basse pour quelqu'un qui n'avait jamais admis une erreur de sa vie. « Philippe n'aurait pas dû y aller. Je l'ai prévenu. » Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression de vouloir me briser la poitrine. « Où ça ?» demandai-je, chaque mot aussi lourd qu'une pierre. Il prit une profonde inspiration et répondit « Dans la remise. » Le cabanon où je tenais quelques documents. Toute la rue était agitée. Les gens se rapprochèrent, sentant qu'un grand moment allait se révéler. Nadège serra mon bras, compatissante, tandis que Sandrine semblait se rétrécir de plus en plus, comme si elle voulait disparaître dans ses propres vêtements. Laurent poursuivit. Philippe a découvert des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il trouva de contrats, rapports, des emails, preuve que j'étais manipulé les ressources de l'entreprise. Sa voix se brisa. Si ça venait à être révélé, je perdrais tout. Le poste, réputation, la carrière qui m'a pris des décennies à construire. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant de comprendre. Mon petit-fils, mon garçon, avait tout risqué pour l'intégrité. Il avait vu la vérité et refusé de participer à quoi que ce soit de mal. Et donc, il était mort. Mais la pièce la plus importante manquait encore. Il fallait comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. La raison de l'appel que j'ai reçu aux funérailles avait disparu. Le nom de celui qui était avec lui quand tout fut terminé avait disparu. « Laurent, » dis-je en le regardant droit dans les yeux, « qu'as-tu fait à mon petit-fils » Il leva immédiatement les mains sur la défensive. « Je ne l'ai pas touché. Je jure, je ne ferai jamais de mal à mon fils. Jamais !» Sa voix tremblait entre le désespoir et la préservation de soi. Mais il est parti de la maison en disant qu'il allait tout signaler. Je suis allé après. Mais quand je suis arrivé à la cabane, il était déjà par terre. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai entendu un sanglot venant de quelqu'un derrière moi. Sandrine se couvrit la bouche de la main. « Était-il encore en vie ?» demandai-je, sentant un terrible frisson dans ma poitrine. Laurent détourna le regard. « Oui, il était conscient. Il a dit qu'il était tombé. Ça a glissé. Mais je ne sais pas si je crois ça encore aujourd'hui. » Ces paroles étaient un mélange de vérité, de peur et de lâcheté. Mais quelque chose n'allait pas, très mal. Je l'ai senti. Philippe n'était pas négligent. Il ne glisserait pas, simplement. Et la personne qui m'a appelé, celle qui savait ce qui s'était passé, ne m'aurait pas appelé si c'était juste un accident. « Tu n'étais pas seul, n'est-ce pas ?» demanda Nadège, fermement. Laurent congelou. Sa réaction a suffi à me suffire. Il ne répondit pas. Parce que répondre signifierait remettre quelqu'un. Quelqu'un qu'il protégeait ou craignait. « Qui était avec toi ?» demandai-je, sans détourner le regard.
Laurent prit une profonde inspiration, puis vint la phrase qui fit vaciller mon cœur. « Je ne devrais pas, dis-le. Cette personne, il ne veut pas que quelqu'un sache qu'il était là. » J'ai senti le sol disparaître un instant. Quelqu'un qui était dans la cabane. Quelqu'un qui a vu mon petit-fils vivant pour la dernière fois. Quelqu'un de présent, à ce moment-là, dans la rue, aux funérailles, dans nos vies. Quelqu'un de très proche. C'est alors que Sandrine, trop silencieuse, fit un pas en arrière comme si une force invisible l'avait poussée. Les gens dans la rue suivaient ses mouvements du regard. Laurent se tourna aussi vers elle avec une expression mêlant colère et panique. « Sandrine, dis-je, la voix ferme. Tu y es déjà allée ?» Elle ouvrit la bouche, mais sa voix ne sortit pas. Seules des larmes silencieuses coulèrent, dénonçant plus que n'importe quel mot. Puis, sans prévenir, elle s'effondra à genoux sur le sol. « Aïcha, pardonne-moi » pleura-t-elle, les larmes coulant à flots. « J'y étais, je l'ai vu, je sais comment il est tombé. » Un affrontement collectif traversa la rue. J'ai senti tout mon corps trembler, mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que qu'était comme un tambour. Tout ce que j'espérais et tout ce que je craignais allait être dit. Et ce que Sandrine a avoué ensuite, cela a transformé mon chagrin en quelque chose que même la mort elle-même ne pouvait faire taire. Ce que Sandrine a avoué ensuite a transformé mon chagrin en quelque chose que même la mort elle-même n'a pas pu faire taire. Elle resta là, à genoux au sol, toute la rue regardant dans un silence absolu. Il semblait que le monde entier attendait son prochain mot. Et moi aussi. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Laurent recula de 2 pas, comme s'il avait été frappé. Nadège s'approcha de moi, prête à me tenir au cas où je m'effondrais. Sandrine releva le visage baigné de larmes et dit « Aïcha, il ne glissa pas. Il n'est pas tombé seul. Il n'essayait pas de s'enfuir. Il essayait de se défendre. » La foule retint son souffle. J'ai senti chaque muscle de mon corps se raidir. « Te défendre contre qui ?» demandai-je, la voix ferme malgré le tremblement qui menaçait ma poitrine. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait du courage quelque part qu'elle ne soupçonnait pas. Puis il a révélé « De moi !» Un cri étouffé est venu d'un voisin derrière moi. Laurent porta la main à sa tête. Je sentis le sol tourner, mais je me força à me lever. Sandrine poursuivit. J'ai suivi Laurent jusqu'à la cabane. J'ai entendu leur discussion. Philippe était furieux. Il a dit qu'il allait tout révéler. Il a dit qu'il n'avait plus peur. Je suis entrée. J'ai essayé de l'empêcher de partir. Sa voix se brisa à chaque syllabe. Il m'a poussée, effrayée. J'ai perdu l'équilibre et j'ai essayé de m'accrocher à son bras. Mais quand j'ai tiré, il trébucha sur l'irrégularité du sol. Il tomba sur le dos. Il s'est cogné la tête. Il s'est évanoui. Les larmes coulaient sans contrôle. Et j'ai paniqué. J'ai demandé à Laurent de ne pas appeler à l'aide. Je lui ai dit que s'il se réveillait, il lui dirait tout. Et Laurent accepta. Tout mon corps brûlait. Pas de la colère. Vraiment. La vérité brisée, déformée, cruelle. « As-tu abandonné mon petit-fils » demandai-je, sentant une étrange force en moi, une force qui venait de l'amour, pas de la fureur. Sandrine hocha la tête, en pleurs. Il respirait encore quand nous sommes partis. J'ai juré qu'il allait se réveiller. Je ne voulais pas qu'il meure, Aïcha. Je voulais juste protéger ma famille. Protège ta peau, protéger un mari corrompu, protéger une vie bâtie sur le mensonge, et laisser mon petit-fils mourir sur le sol froid d'un cabanon. Laurent tenta d'interrompre. « Aïcha ?» Ne dis pas mon nom, je l'interromps, la voix ferme comme la pierre. « Tu as laissé ton propre fils mourir. » Il frissonna. Pour la première fois depuis que je le connais, j'ai vu une vraie honte dans ses yeux. Il essaya de s'approcher, mais toute la rue bougea instinctivement entre nous, comme si un mur humain s'était formé. Nadège posa son bras devant moi, me protégeant comme si c'était du sang de mon sang. Et puis tout s'est passé rapidement. Quelqu'un a appelé la police. D'autres ont filmé la confession. Les voisins hurlaient. Les gens pleuraient. Sandrine était toujours au sol, incapable de se relever. Laurent essaya de s'en justifier, mais personne ne voulait écouter. Moi, en revanche, j'ai ressenti quelque chose de différent. Un étrange calme. Une clarté que je n'ai pas ressentie à la mort de mon petit-fils. Ni quand le téléphone a sonné aux funérailles, ni quand j'ai entendu les premières vérités. C'était le calme de quelqu'un qui ne porte enfin aucun doute. Lorsque la police arriva, Sandrine ne résista pas. Elle répéta « Je ne voulais pas, je ne voulais pas ».
Laurent essaya de se cacher derrière des justifications, mais les preuves que Philippe avait gardées et que quelqu'un, peut-être la personne qui m'avait appelé, avait déjà disparu, sont tombées entre les mains des agents plus vite qu'ils ne l'auraient cru. Ils ne pouvaient pas le nier. Pendant qu'on les emmenait, je restais là, debout au milieu de la rue, fixant le vide. Nadège me tenait la main. Il t'aimait, Aïcha. Philippe n'a jamais voulu que tu portes cette douleur seule. Et là, pour la première fois depuis le départ de mon petit-fils, j'ai pleuré non pas de désespoir, mais de soulagement. Soulagement de connaître la vérité. Soulagement de ne pas être complètement seul. Un soulagement que son nom, sa mémoire, son intégrité ne soient plus entre les mains de ceux qui ont tenté de le détruire. Les jours suivants furent longs. Ils étaient lourds. Ils étaient remplis de questions, de témoignages, de documents, d'allées et venues. Mais chaque étape était nécessaire. Toute la ville a changé. Les gens ont commencé à me regarder avec respect, avec solidarité, avec une profonde compréhension qu'aucune grand-mère ne devrait avoir à traverser ce que j'ai traversé. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a éclos. Je ne voulais pas me venger. Je voulais la paix. Je voulais justice. Et, surtout, je voulais honorer le garçon qui promettait toujours de m'offrir une maison au bord de la mer. Quelques semaines après le procès, je suis allée à l'endroit où il aimait le plus marcher quand il était enfant, le parc où nous achetions des glaces le dimanche. Je me suis assis sur le même banc où nous parlions avant. J'ai fermé les yeux et j'entendais son rire, aussi clair que la lumière du petit matin. J'ai senti le vent toucher mon visage, comme s'il était là. Et pour la première fois, j'ai dit à voix haute quelque chose que je portais en moi depuis le funérail. Mon fils, la vérité a gagné. Et il a gagné, parce que la vérité trouve toujours un chemin, même quand le mensonge essaie de l'enterrer, même lorsque la peur tente de la faire taire, même quand la douleur essaie de la détourner. Aujourd'hui, quand je passe devant sa chambre, quand je vois sa photo, quand je me souviens des derniers mots qu'il m'a dit, il me manque non seulement lui, mais la fierté. Mon petit-fils est mort en essayant de faire ce qui était juste. Et j'ai vécu pour m'assurer que le droit soit vu, oreille reconnue. Et maintenant, quand je ferme les yeux la nuit, je sais, il s'est enfin reposé. Et moi aussi. Si vous avez lu jusqu'ici et ressenti cette histoire en vous, commentez Justice Donne, afin que la mémoire de Philippe continue de vivre dans chaque cœur qui honore la vérité.